WebEx Assistant is enabled to save audio highlights. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Bonjour monsieur, on vous entend. Très bien. Je partage mon écran. On avait fini l'exercice 6. Donc on passe à l'exercice 7, si vous voulez bien. Enfin, si je ne me trompe pas, normalement on avait fini l'exercice 6. Donc on passe à l'exercice 7. Donc dans cet exercice, on suppose qu'on a, nous avons un graphe d'abord, G, sa matrice d'incidence, ou d'adjacence, pardon, M, et sa matrice de fermeture transitive, M chapeau. Donc, on nous demande ici d'écrire un algorithme permettant d'obtenir les composants fortement connexes de G. Enfin, c'est sous-entendu, mais en principe, c'est en utilisant la matrice M chapeau. Après, définir la matrice booléenne de GR, le graphe réduit de G, montrer comment obtenir ces éléments à partir de M chapeau. Appliquer cet algorithme au graphe donné par le tableau suivant. Donc, première question. Donc, algorithme de construction des composantes fortement connexes
à partir de la matrice de fermeture transitive. Fermeture. Pardon. M-shop. Non, ça ne marche pas. Ah, mais c'est hat. Voilà, c'est bon. Donc, comment on va faire cet algorithme? Donc, pardon, on va mettre début éventuellement de l'algorithme. Donc, avec comme entrée La le matrice chapeau. incidente. Voilà, oui, Fermeture transitive, pardon. c'est ça. Et comme sortie, bon, sortie ou sortie comme ça, 2 points. Donc, les CFC, les composantes fortement connexes. Donc, nous avons on commence par K, enfin on initialise donc, initialisation. Donc on initialise un certain K égal à 1 éventuellement. Et on peut utiliser un booléen, enfin un tableau de booléen pour chaque élément, pour chaque sommet en quelque sorte, qu'on va l'appeler par exemple marqué ou quelque chose comme ça. Marqué de X est égal à faux, et ce pour quel que soit, pour tous les sommets, X. Alors, j'explique un peu pourquoi j'utilise ce marqué. En fait, c'est si un sommet, je l'ai déjà mis dans une composante fortement connexe, c'est pour ne pas le mettre dans une autre composante fortement connexe. Oui, Dès oui. que je le mets dans une composante fortement connexe, je mets ce booléen à true, par exemple. Et là, pour i allant de 1 à n, bon, n c'est, bon, ici on va dire xi, pour avoir la même notation. Et ici aussi. Juste un petit. Alors pour i allant de 1 à n, faire. Alors faire quoi? Donc je vais mettre directement si marqué de xi est égal à faux,
alors, je vais dire CK est égal à CK union, on va mettre comme ça, union, l'ensemble, enfin, XI. D'accord? En fait, vous remarquez, le premier élément, je le rajoute systématiquement. Et bien sûr, bon, je vais mettre tout de suite Marqué de XI en vrai. exactement marqué de XI est égal à vrai. Et là, puisque j'ai rajouté ce sommet-là, je vais faire soit je fais un test ou sinon ce n'est pas nécessaire. Si alors bon, on va changer un petit peu ça. CTRL C, CTRL V, mais ça va être comme ceci, petit m, et avec un indice. Je ne sais pas si l'indice marche comme ça. I, J. On va voir si ça marche comme ça. Je ne sais pas si c'est comme la tech. Bon, voilà. Oui, ça marche. Si M, en fait, c'est pas MIJ, je me suis trompé, il n'y a pas de J du tout. Si MII, alors je teste, est-ce que MII est égal à 0? Ou on va dire MII différente de 0. Différente de 0. Allez, vous connaissez cette notation, différente, comme c'est comment c'est. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire pour J allant de I plus 1 à N, faire si, alors je vais prendre ça, CTRL C, CTRL V, et cette fois-ci, je vais mettre MIJ, est égal à 1 et la même chose, CTRL V, MJI exactement, MJI est aussi égal à 1, oups, est égal aussi à 1, alors, oui, qu'est-ce que je On dois n'est pas faire? censé vérifier que XJ est non marqué. Ah si, bien sûr. Oui, oui, On bon, je doit vais rajouter ajouter le test ici. X. Oui, Ah, et ah. en fait, ce n'est pas nécessaire parce que je vais vous dire pourquoi. Je reviendrai dessus. Ça ne sera pas nécessaire. Je reviendrai dessus. Faut pas- Alors, pourquoi ça serait- je vais expliquer pourquoi. On Alors, ajoute XJ à exactement. Donc, en fait, XI ou XJ, XJ, parce que XI, on l'a voilà, déjà c'est ajouté. XJ, tout à fait, c'est XJ, oui. Donc, on l'a rajouté à XK, mais là, je vais mettre marqué de XJ. Bon, je respecte pas trop les indices. Donc, il est égal à vrai aussi. Fancy fait fancy fancy est On fait. n'est pas censé incrémenter le cas. Ah si, on doit le faire, bien sûr.
Alors, où est-ce que je dois faire ça? Normalement, c'est Ici, ici. à la fin. K ou K égale à K. Voilà, exactement. Donc voilà. En principe, c'est ça notre algorithme. Donc il se résume un peu à ça. Donc si MIJ est différente de 0, ça veut dire que donc qu'est-ce que j'ai dit? Enfin, allez, on recommence dès le début. Donc pour I allant de 1 à N, donc je commence par le sommet 1 en quelque sorte. Si marqué de XI est égal à faux, théoriquement ça devrait l'être, égal à faux. Alors, je rajoute le sommet dans ces cas. Ensuite, marquer 2xi est égal à vrai. Si MII est différent de 0, qu'est-ce que ça veut dire MII est différent de 0? Ça veut dire qu'il y a un circuit qui passe par le sommet I. Ça veut dire que probablement, sauf si c'est juste une boucle, mais probablement il y aura d'autres sommets dans cette même composante fortement connexe, dans la composante K, n'est-ce pas? Et là, vous remarquez que je fais une autre boucle, donc pour J allant de I plus 1. Je ne reviens pas en arrière. Pourquoi je ne reviens pas en arrière? C'est que forcément, les sommets que j'ai qui sont derrière, ils ont déjà été mis dans d'autres composantes fortement connexes. C'est-à-dire que je les ai déjà, en quelque sorte, mis dans des composantes, puisqu'à chaque fois, vous voyez que quand je passe par I, si le sommet n'a pas été déjà mis dans une composante, je l'aurais déjà mis. Donc, je n'ai pas besoin de reprendre ici à partir de 1. Donc, je prends à partir de i plus 1 à n. Je teste, est-ce que MIJ et MJI sont égaux à 1? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un chemin qui va de I vers J et de J vers I, n'est-ce pas? Donc, si c'est le cas, alors ça veut dire que le sommet J, XJ, appartient à la même composante que XI, n'est-ce pas? Donc, je le rajoute à CK. Et comme un sommet ne peut pas appartenir à deux composantes fortement connexes en même temps, donc c'est pour ça que je n'ai pas besoin de tester ici. C'est que si ces deux choses-là sont vraies, ces deux tests sont vrais, donc forcément, il ne peut pas appartenir à une autre composante fortement connexe. Donc, je n'ai pas besoin de tester est-ce que marqué de XJ est égal à faux. D'accord? J'ai pas compris pourquoi, si les deux chemins existent, alors on ne peut pas les Oui. retrouver dans une composante fortement connexe autre que celle-ci. Oui. Bah, s'il appartient à une autre composante fortement connexe et qu'il y a un chemin vers I et un chemin vers J, c'est que I aussi appartient à cette autre composante fortement connexe. Donc je n'avais même pas, I aurait été déjà à faux, plutôt à vrai, D'accord. pardon. Oui, oui, c'est bon. D'accord, monsieur. Comme ça, Oui, tout à fait. d'accord. Donc I et J, si ces deux tests sont vrais, MIJ chapeau est égal à 1 et MJI est égal à 1, c'est que forcément I et J appartiennent à la même composante fortement connexe. Donc si il devait appartenir à une autre composante fortement connexe que j'avais calculée auparavant, j'aurais eu déjà I qui était déjà dans la même composante, donc je ne serais même pas rentré avec ce marqué de I, je serais passé. Vous voyez? C'est-à-dire j'aurais été dans le fin de ci et je passe à un autre sommet. Donc voilà un peu comment on construit, c'est relativement simple. J'espère que tout le monde a compris. Sinon, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Est-ce qu'il y a des questions? Non, il n'y a pas de questions. Alors, deuxième question. Donc, pour cette deuxième question, on nous demande de définir la matrice, définition de la matrice de GR, en fait, graphe réduit.
qu'on appelle le graphe réduit. Est-ce que vous vous rappelez de la définition du graphe réduit? En principe, j'en ai parlé en cours. Le graphe réduit, en fait, c'est chaque composante fortement connexe est représenté par un sommet. Chaque CFC dans G est représenté par un sommet. Donc, on va dire chaque composante fortement connexe, on va l'appeler CI, par exemple, et par un sommet qu'on va appeler X, X tilde ou je sais pas quoi, I. Alors, on va faire ça comme ceci. C. Au lieu de hat, je sais pas s'il y a autre chose. Tilde. Voilà, celui-là. Tilde. Et ici, ce sera X. Il n'y a pas un tilde et hat en même temps. Exo, combien? 7. On va mettre pour l'instant au bureau et après on verra. Donc chaque composante fortement connexe CI dans le graphe G est représentée par un sommet XI dans le graphe réduit. XI tilde dans le graphe réduit. D'accord? Et deux sommets qu'on va appeler comme ça XI et XJ sont reliés par un arc dans le graphe réduit. Si seulement si il y a un sommet qu'on va appeler X dont CI relié par un arc au sommet qu'on appellera Y qui appartient à CJ. C'est-à-dire il y a un sommet qui est dans CI, on appelle X, qui est relié par un arc à un autre sommet Y dans la composante CJ. Donc dans ce cas-là, puisque chaque composante fortement connexe est représentée par un arc, par un sommet, pardon, donc les deux sommets qui représentent ces deux composantes vont être aussi reliés par un arc. C'est clair? Oui. Ça, c'est la définition du graphe réduit. Maintenant, on n'a pas encore défini la matrice GR. Donc, la matrice GR, ça va être, donc, je sais pas, on va appeler MR peut-être, d'accord? Ou sinon petit m R, petit m, on va mettre, allez, CTRL V, je vais l'appeler comme ça, M tilde
IJ, ça va être égal. Donc, on va voir quelque chose. Si j'ai les composants ici, qui me permettent d'avoir une grande parenthèse. Bon, je ne les ai pas ici. Non plus. Bon, c'est pas grave, mais je peux peut-être le faire avec insertion objet formule. Et là, je pourrais avoir des parenthèses comme ça. C'est pas ça. Je veux quelque chose de ce style-là, mais donc autre non plus. Bon, je n'ai pas quelque chose, donc tant pis. Donc ça va être égal à 1 ou 0. Donc, quand est-ce que c'est égal à 1? Donc ici, vous devriez avoir une accolade. Bon, je vais la faire comment? Un texte, galerie peut-être? Non, c'est pas ça. Allez, je vais faire comme ça et puis c'est tout. Hein. Voilà. Alors, quand est-ce que c'est égal à 1? Si à ce sommet-là, il existe, on va dire. Il existe un arc reliant, CTRL-C, donc ce sommet-là, au sommet, CTRL-C, à celui-là. Ici, bon, on va dire sinon. Bon, voilà, on prend en quelque sorte la définition, mais on peut détailler un peu plus, mais ça sera juste pour dire, bon, bien sûr, s'il existe un sommet X dans CI relié par un arc au sommet Y dans CJ. C'est exactement ce qu'on a dit un peu plus haut. Donc c'est un peu la même chose. Enfin ça, je vais le dire entre parenthèses, parce que c'est équivalent à ça aussi. C'est équivalent puisqu'on l'a dit un peu plus haut. C'est bon? Et après, on nous demande de montrer comment obtenir ces éléments à partir de M chapeau. Donc, comment on peut obtenir à partir de M chapeau? Mais est-ce que nous avons quand même les composantes fortement connexes? Est-ce qu'on doit écrire un algorithme bien défini ou juste une procédure On nous demande de montrer comment obtenir, c'est-à-dire il faut donner juste une idée de comment on pourrait obtenir à partir de M chapeau.
On peut faire un éboulet entre les lignes des sommets qui appartiennent au même composé. J'ai pas très bien compris. J'ai pas très bien entendu. On regroupe les sommets qui appartiennent à la même composante connexe, puis on fait un éboulet entre les lignes de ces sommets. Et booléen, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Ou booléen, pardon. Mais le ou booléen, c'est-à-dire par rapport à... c'est quoi les éléments qui appartiennent à la même composante strictement connexe? C'est pas eux-mêmes, c'est pas des booléens, c'est des sommets, vous me dites. Non, dans la matrice M chapeau. Dans la matrice, vous allez sur la ligne ou sur... j'ai pas compris. Quels sont les éléments que vous allez... En fait, bon, Dans la, dans si la nous matrice, avons... Oui, dans la matrice M chapeau, euh, on prend pour chaque élément d'une certaine composante connexe, si on retrouve dans la matrice M chapeau un 1 dans la colonne et la ligne, euh, enfin dans la ligne pour C de I, et la colonne, où la colonne n'appartient pas. La colonne est un sommet qui n'appartient pas à la composante qu'on est en train d'étudier. On va dire que la composante connexe qu'on est en train d'étudier et la composante à laquelle appartient l'autre sommet sont reliées. bon, c'est plus simple que ça. Si nous avons les CI, nous avons déjà, c'est-à-dire que chaque CI, c'est un sous-ensemble de sommets, n'est-ce pas? Donc, CI est quelque chose qui est égal à un sous-ensemble, je sais pas, X1, X2, etc. D'accord? On va dire jusqu'à XL. D'accord? Donc, moi, il suffit que je fasse la chose suivante, c'est-à-dire que si je prends, bon, allez, on considère juste un seul élément de CI et un seul élément de CJ, quel que soit, c'est-à-dire n'importe lequel, n'est-ce pas? On prend le premier de CI et on prend le premier de CJ. Si, donc supposons que c'est celui-là, c'est euh, un seul élément, on va l'appeler X, mais il faut que je lui donne un indice, K par exemple, n'est-ce pas? XK. Et un seul élément que j'appellerai X, alors quoi? KL, allez, L, mais c'est pas, on n'est pas confondre avec I. Non, c'est l'indice, oui. Ce que j'ai fait, indice. D'accord? À ce moment-là, il suffit que, à ce moment-là, on va dire que il y a un arc qui relie, puisque là, j'ai pris un élément de CI et un élément de CJ, alors, qui relie donc à ce moment-là, CTRL-C, XI tilde, c'est-à-dire le sommet de XI du graphe réduit au sommet XG tilde, si seulement si, alors
xk ou on va dire hein, m comme ça, CTRL-C, je change juste ici, au lieu de I, je vais mettre K, et ici L. Donc, si seulement si, MKL, chapeau est égal à 1. Est-ce que vous saisissez un peu pourquoi? Oui, mais c'est quoi L? Vous n'avez pas défini Alors, L. si je l'ai défini, mais vous avez peut-être raté un petit quelque chose. Alors, où est-ce que je l'ai défini, le L? C'est ici. J'ai dit, je considère un seul élément xk de CI et un seul élément xl de CJ. Donc, j'ai deux composantes fortement connexes. Quand je prends un élément de l'une et un élément de l'autre. Un seul. Il y a un arc qui relie xi tilde, c'est-à-dire le sommet xi, qui correspond à cette composante fortement connexe, au sommet xj tilde, donc le sommet qui correspond. Donc je disais xi tilde, non pardon, je me suis emmêlé un peu les pattes, j'étais déconcentré. On considère un seul élément xk de CI et un seul élément XL de CJ. Donc, il y aura un arc qui relie XI tilde, donc qui représente la composante fortement connexe CI, au sommet XJ tilde, qui représente la composante fortement connexe CJ, si MKL chapeau est égal à 1. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Si MKL chapeau est égal à 1, ça veut dire qu'en fait, il y a un chemin qui relie le sommet K au sommet L, n'est-ce pas? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, oui. D'accord. Ça, c'est la définition de M chapeau. Mais comme dans la définition, si vous voulez, de la matrice qui est associée au graphe réduit, on avait dit qu'il y a un arc qui relie deux sommets de ce graphe réduit. S'il y a un arc qui relie deux sommets qui sont dans les composantes fortement connexes qu'ils représentent. Alors, je répète. MIG tilde, c'est-à-dire la matrice d'adjacence en quelque sorte du graphe réduit, est égal à 1. Ça veut dire s'il y a un arc entre I et J, hein, il y a un arc entre le sommet I et J, s'il y a un arc qui relie un sommet de CI à un sommet de CJ. Maintenant, au lieu de chercher est-ce qu'il existe ce sommet, je n'ai pas besoin de chercher s'il existe ce sommet là et là, mais je prends n'importe quel sommet de CI et n'importe quel sommet de CJ. S'il y a un chemin qui relie ces deux sommets-là, ça me suffit. Bon, allez. Je fais un petit dessin, peut-être que ça va être un peu mieux. Donc, imaginez que ça, c'est ma composante fortement connexe CI. Et j'ai la même composante donc une autre composante, pardon, CJ. Donc, ces deux composantes vont être représentées. Bon, allez, on va remonter un petit peu. Vont être représentées par deux sommets qui est CTRL-C XG tilde
et ici c'est XI. Hein. Tilt. Est-ce que jusque-là, tout est OK? J'ai deux composantes fortement connexes, donc Oui, chacune oui. dans le graphe est là. D'accord. Donc s'il y a un sommet ici, allez, je vais faire un petit sommet ici. Un petit sommet ici, ben, que j'aurais pu mettre là. Et je vais juste le remplir avec du noir, comme ça il va être un peu plus... Bon, c'est pas grave avec ça. CTRL-C, CTRL-V. Admettons qu'on a un ici et un autre là. C'est dur de faire des dessins. Bon, c'est pas grave. Donc ce sommet-là, s'ils sont reliés, alors on va relier les deux, si ces deux sommets-là sont reliés, si j'ai un arc comme ceci, voilà, ça bouge dans tous les sens. Bon, c'est pas grave, hein, enfin, c'est pas... Si j'ai cet arc, alors forcément je vais avoir la même chose ici. D'accord? Oui. D'accord? Question. Hein? Une question. Ici, on Oui, a oui, dit que si et seulement si MKL chapeau est égal à 1. oui. Même si on n'a pas un arc direct, même si on a un chemin de longueur Oui, éventuellement. justement. Ah, exactement. Moi, j'ai pas dit un arc direct. Ici, dans la définition, Oui, enfin, ici, j'ai pas dit un arc direct, Oui, mais mais en fait, c'est une ça veut dire composante. qu'il est... Oui, ça se coupe. Je n'ai pas entendu votre question. Oui, C'est bon, monsieur, c'est bon. c'est bon. En fait, j'ai dit, s'il existe un sommet qui est relié par un arc à un autre sommet de ces deux sommets-là, enfin, de ces deux composantes fortement connexes. Mais dans ce que j'ai écrit ici, bon, je viens là, ce que j'ai écrit ici, en fait, je n'ai pas dit un arc, j'ai dit plutôt un chemin. Or, s'il y a un chemin, il y a un chemin qui va de... Allez, on va reprendre encore. Donc, CTRL-C, je vais avoir CTRL-V. On va dire quelque chose ici. CTRL-V, et un autre là. Donc, s'il y a un chemin entre ces deux sommets-là, celui-ci et celui-là, donc s'il y a un chemin, forcément, il doit, ce chemin-là, il va être relié à un sommet, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est une composante fortement connexe. Ça veut dire que ces deux éléments-là, n'est-ce pas? Ils sont nécessairement reliés par un chemin aussi. Et ces deux éléments-là aussi, ils sont reliés par un chemin. Donc finalement, je vais avoir un chemin de ce sommet vers celui-là, ensuite un arc qui va aller de ce sommet vers celui-là, ensuite un chemin qui va aller de ce sommet vers celui-là. Donc s'il y a un chemin de là à là, forcément, je vais avoir un arc qui va relier deux sommets qui appartiennent à ces deux composantes fortement communes. D'accord? Donc ici, je n'ai pas besoin de chercher deux sommets, un qui appartient à CI et un qui appartient à CJ, qui sont reliés par un arc, mais il suffit que je prenne un sommet quelconque de CI et un sommet quelconque de CJ, et que je vois s'ils sont reliés par un chemin, et ça me suffit pour dire que... Donc, donc je peux réécrire la chose comme ceci. Non, pardon. Donc, peut-être qu'il faut que je remonte un petit peu ici, juste pour avoir ça.
Donc, je prends ça, CTRL C, CTRL V est égal à 1 si seulement si, bon, il y a un si seulement si, bon, je peux écrire ça, hein, CTRL C, CTRL V, pour un sommet XK. Bon, pour ne pas écrire appartenant, donc ACI, j'écris don, et un sommet XL dans CJ. Est-ce que vous avez compris un peu l'avantage quand on a M chapeau et si on ne l'avait pas, que par rapport à si on ne l'avait pas? Oui, D'accord? C'est-à-dire que si on ne l'avait pas, on aurait été obligé de chercher quel est le sommet de CI qui va être relié à un sommet de CJ par un arc. Là, on ne cherche pas, on a des composants fortement connexes, bah, bien sûr. Dans les deux cas, on doit les avoir, bien sûr. Et on prend n'importe quel sommet XK de CI et n'importe quel sommet XL de CJ. S'ils sont reliés par un chemin, c'est que c'est bon. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir aussi un arc entre un sommet de CI et un sommet de CJ. S'il y a un chemin qui va de ce sommet vers celui-ci, donc forcément, il y a un arc, on est forcément passé par un arc qui relie un sommet de CI à un sommet de CJ. C'est bon? C'est bon? oui, monsieur. Ok. Donc on passe à la troisième question. Donc la troisième, donc appliquer cet algorithme au graphe donné dessus. Donc application. DP, bien sûr. Donc on a le graphe qui est là, enfin qui est donné par la liste des successeurs ou dictionnaire de successeurs ou quelque chose comme ça. Donc à partir de là, si on peut construire un chapeau, on peut appliquer l'algorithme d'abord pour construire pardon, on va construire d'abord la matrice d'adjacence. Ensuite, on utilise éventuellement l'algorithme de Warshall qu'on a vu la fois passée pour construire un chapeau. Et à partir de là, on peut construire aussi le graphe réduit. OK? Donc, si je dois faire... Non, c'est insertion, tableau. Non, c'est ici. Insérer un tableau. Avec combien de colonnes? Donc, ça va être 13. Il y a 12 sommets. Et 13. Insérer. Donc, ça va être ici X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8. Est-ce que vous voulez qu'on continue pour cet exercice ou on passe à un autre exercice? Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Est-ce que c'est relativement facile d'appliquer l'algorithme de Warshall? C'est exactement le même principe, on l'avait fait la fois passée. C'est dit. Alors, on le fait ou on passe à autre chose? On passe à un autre exercice, monsieur. Est-ce que c'est l'avis de tout le monde? Non. C'est pas tout le monde qui se prononce.
parce que c'est un travail, on va dire, répétitif, quoi. C'est x10. Allez, on va le commencer s'il le faut. Et au moment où on verra que alors, la matrice d'adjacence, donc vous avez le sommet 1, il a comme successeur le sommet 12. Donc ça veut dire qu'on va avoir un 1 ici, n'est-ce pas? Bon, juste qu'il faut que... je fasse ça. Allez, je centre horizontalement. Donc il y a un 1 ici. Le 2, il va vers 1 et 3. Bon, je vais agrandir. Non, je ne peux pas l'agrandir parce que je dois voir le tableau. Donc le 2, il va vers 1 et 3. Le 3, il va vers 10. Le 4 vers 5 et 6. N'est-ce pas? Le 4 vers 5 et 6. Le 5 vers 4 et 6. Le 7 vers 8 et 9. Non, le 6 d'abord. Le 6, il va vers 3 et 9. Le 7, il va vers 8 et 9. Le 8 aussi vers 8 et 9. Le 9 vers 10. Et le 11 vers 10. Non, le 9 vers 10 et le 10 vers 9. Le 11 vers 10 et le 12 vers 2 et 3. 2 et 3. Voilà la matrice d'adjacence. Le reste, c'est des zéros. Donc ça, c'est la matrice d'adjacence. Si on prend ça, CTRL C, et je ne sais pas si je vais avoir de l'espace pour la voir une deuxième fois. Oui, c'est bon. Ça, c'est M. M est égal. Et ça, que je vais construire ici, ça va être M chapeau égal. C'est bon? Donc là, je peux appliquer l'algorithme de Harshad. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'on parcourait colonne par colonne. Et quand on arrive à un élément qui est égal à 1, on rajoute toute la... on est dans la première colonne, donc on va rajouter à la deuxième ligne la première ligne, n'est-ce pas? Comme ça qu'on avait dit, bon, on peut revoir un petit peu l'algorithme si vous voulez. C'est là. Donc, regardez, lorsque MJI est égal à 1, c'est-à-dire, je suis en train de parcourir la colonne J et la ligne I. Si MJI est égal à 1, je rajoute la ligne I à la ligne J. MJI, donc c'est la ligne J et la colonne I. Donc la ligne J. Donc vous voyez là, ici, je suis à la ligne 2. D'accord? Donc à la ligne 2, je rajoute la ligne 1. Donc je vais rajouter ici 1. Et c'est tout parce que la première colonne, il n'y a qu'un seul 1. La deuxième colonne, il n'y a qu'un seul 1, mais c'est le 12e. Donc à la 12e colonne, je rajoute la ligne 2. Donc ça veut dire que je vais avoir un 1 ici. C'est ça la deuxième ligne. Et un 1 ici. Passe à la troisième, pardon, c'était déjà fait. Troisième, donc par contre, la troisième, il y a un 1 ici, donc je rajoute la ligne 3. Je suis toujours à la ligne... je suis à la ligne 6, colonne 3, donc je rajoute la ligne 3 encore. Donc je rajoute un 1 ici. Et là aussi, j'ai un 1.
Ici, j'ai un 1, celui-là. Pardon, la souris, elle ne m'obéit pas. Surtout quand j'alimente mon PC avec le chargeur, il y a quelques soucis. Donc, j'ai un 1 ici. Donc, comme je suis à la colonne 3, donc je rajoute à cette ligne la colonne 3. Et comme il y a la ligne 3, et comme il n'y a qu'un seul 1, donc je le rajoute là. Je le mets à sa bonne position. Je passe à la 4e colonne. Il n'y a qu'un seul 1 qui est là. Donc je suis à la ligne 5, 4e colonne. Donc je rajoute la ligne 4. Donc je vais avoir ici un 1 et c'est tout. Et il n'y a qu'un seul 1, donc je passe à la colonne 5. La colonne 5, je suis à la ligne 4. Donc je rajoute la ligne 5. Donc la ligne 5, elle est juste en dessous. Donc je rajoute 1 et c'est tout. OK? La même chose, je suis à la ligne 5, colonne 5, donc il n'y a rien à faire. Parce que je vais rajouter la ligne 5 à la ligne 5, donc ça ne va rien donner. Je passe à la ligne 6, à la colonne 6. J'ai à la colonne 4 un 1, donc je rajoute la ligne 6. La ligne 6, c'est celle qui est là. Donc ça veut dire que je rajoute un 1 là. Et un 1 ici. Et un 1 ici. Je suis à... Pardon. Toujours à la colonne 6. Donc j'ai un deuxième 1. Donc je dois rajouter aussi là la ligne 6. Donc ça veut dire que je vais avoir 1 ici. Et la ligne 6 et la ligne 6. C'est tout ce qu'il y a comme 1 ici, j'ai fini. Dans la ligne 7, il n'y a pas de 1 du tout. Dans la ligne 8, il y a 2 1. Donc à la 7e ligne, donc je rajoute la 8e ligne, mais elles sont identiques, donc ça ne changera rien. Et à la 8e ligne, je rajoute la 8e ligne, donc ça ne changera rien. Rapidement, à la 9e colonne, donc ça veut dire que j'ai un 1 à la 4e ligne, donc à la 4e ligne, je dois rajouter la 9e colonne, la 9e ligne, pardon. Et comme il n'y a qu'un seul 1, il est là, donc ça ne changera rien parce qu'il y avait déjà un 1. La même chose ici, la même chose là. Par contre, là, je dois rajouter un 1 ici. Et là aussi, je dois rajouter un 1. Et là aussi, je dois rajouter un. Voyez-vous? Maintenant, je passe à la ligne, à la colonne, 10. À la colonne 10, vous avez un 1 à la 2e ligne, donc je rajoute la 10e ligne. Donc, je vais avoir ici un 1. Donc, je rajoute aussi la 10e ligne. Je vais avoir un 1. Donc, partout, je rajoute la 10e ligne. Puisqu'il y a des 1 partout, donc je rajoute la 10e ligne toujours. La 10e ligne, la 10e colonne, pardon. Il y a un 1 ici. Donc, je rajoute. Est-ce que j'ai fait les choses correctement? Oui. Oui, c'était la 9e ligne, pardon, hein, c'est pas la 10e. Mais maintenant, c'est maintenant que je dois rajouter la 10e. Mais la 10e et la 9e, elles sont égales, donc c'est pareil. Donc je dois rajouter ici, il y a un 1, donc je dois rajouter la 10e ligne, mais ça ne changera rien, ça ne changera rien, etc., etc. Ça ne changera rien jusque-là. Parce qu'à chaque fois, je dois rajouter la 10e ligne. La 10e ligne, il y a que 2 1. Et comme il y a déjà 2 1 sur ces deux colonnes, donc ça ne changera rien. La 11e colonne, il n'y a que des zéros, donc ça ne changera rien. La 12e colonne, donc j'ai un 1 ici, donc je dois rajouter la 12e ligne. Donc je vais avoir ici un 1, ici un 1, ici un 1, 1, 1. Idem là, parce que je dois rajouter la 12e ligne.
Et c'est tout. Après, j'arrive jusque-là. Ben, je dois rajouter la 12e ligne. Je suis sur la 12e ligne, donc on changera. Voilà ma matrice d'adjacence, de fermeture transitive. J'ai fini avec. Donc, normalement, je peux maintenant, à partir de ça, construire mes composantes fortement connexes. Donc, si je construis C1, ça va être, donc, qu'est-ce qu'on avait dit? On va prendre le sommet 1, si on applique l'algorithme de tout à l'heure, d'accord? Je boucle avec I égale 1 jusqu'à N. Donc, je vais mettre ici X1 et je vais le marquer à vrai pour ne pas le reprendre une deuxième fois, une autre fois. Et je vais vérifier. Je vais passer maintenant. Après, qu'est-ce qu'on a dit? Je vais passer à la deuxième boucle qui dit est-ce que en partant de I plus 1, donc à partir de 2. Donc je vais vérifier celle-là, vérifier est-ce que I vers 2 existe et 2 vers 1 existe. Donc j'ai bien un 1 ici et un autre 1 ici. Donc ça veut dire que le sommet 2 appartient à la même composante fortement connexe. Donc je vais rajouter ici x2. Je vais vers le sommet 3. Bon, malheureusement, le sommet 3, il y a 1, 3, mais il n'y a pas 3, 1. Voilà. Il n'y a pas 3, 1, donc ça ne marche pas. J'arrive jusqu'au sommet 9. Il y a 1, 9, mais il n'y a pas 9, 1. 10, il y a 1, 10, mais il n'y a pas 10, 1. Et ainsi de suite jusqu'à 12. Par contre, 12, 1, 12, il existe, et 12, 1 aussi. Donc, je vais rajouter ici le sommet x12. Et ça s'arrêtera là. Je construis ces deux. Ben, je passe à, normalement, I égale 2, n'est-ce pas? Parce que I était égal à 1. Donc, on passe à I égale 2. Mais comme le sommet 2 a déjà été affecté à une composante fortement connexe, donc je vais trouver son marqué égal à vrai. Donc, je ne vais pas le rajouter. Et je ne fais rien avec cette ligne 2. Donc, je passe à I égale 3. Si on regarde l'algorithme, donc l'algorithme, qu'est-ce qu'il dit? Alors, si quand je passe à I égale 2, si marqué de xi est égal à faux, alors. Mais sinon, il n'y a pas de sinon, donc je ne fais rien. Donc, je passe à I égale 3. Et c'est normal parce que avec 2, ça y est, j'ai rien à faire. Donc, je passe à I égale 3. Donc, je vais mettre ici x3 parce que le sommet 3 n'a pas été ajouté à une composante fortement connexe, donc sont marqués. Le booléen qui lui est associé, il est à faux. Donc, je le rajoute et je le mets à vrai. Et après, je parcours à partir de 4. Donc, c'est 0, 0, 0, 0 jusqu'à 9. Je trouve 3, 9 est égal à 1, mais est-ce que 9, 3 est égal à 1? Non. Malheureusement, en fait, en principe, vous voyez que 3, 3, ça va être, c'est un 0, donc ça veut dire qu'il va être une composante fortement connexe à lui tout seul. Donc on aurait pu faire le test et ne pas parcourir le reste. N'est-ce pas? Oui, pour optimiser l'algorithme. Tout à fait. C'est ce qu'on avait préconisé dans l'exercice précédent. Donc, j'aurais fini avec x3, je passe à c3 égale, j'ouvre la parenthèse, donc je passe à x4 et donc x4, je vois que x4 et à partir de, je vais commencer j à 5, n'est-ce pas? Donc je vais vérifier est-ce que 5, parce que vous voyez que 1, 2 et 3 et 4 sont déjà casés. Donc, je n'ai pas besoin de revenir. C'est pour ça que je n'ai pas besoin de commencer J à
1. Donc J, je le commence directement à 5. Donc j'ai x4, x5, enfin, ou sinon m chapeau 4, 5, est bien égal à 1. Mais est-ce que m chapeau 5, 4 est égal à 1? Oui. Donc vous voyez, c'est celui-là et celui-là. Donc ils sont tous les deux égaux à 1, donc ça nous donne. Donc ça veut dire que x5 appartient à la même composante fortement connue. Je passe à 6. 6 aussi, x4, x6 est égal à 1. Pardon, oh là là. Bon, mon PC il est bien chargé, donc c'est bon. Donc ça veut dire que je peux rajouter. Donc vous voyez que x6, x4, x6 est égal à 1 et x6, x4 n'est pas égal à 1. Pour x5 c'était bon, mais x6, x4 n'est pas égal à 1, donc le x6 ne marche pas. La même chose pour x7 non, x8 non, x9 oui, x4, x8, x9 est égal à 1, mais x9, x4 n'est pas égal à 1, x10 non plus, enfin c'est égal à 1 mais pas dans l'autre sens, et c'est tout. Donc ma composante elle s'arrêtera là. C4, donc je vais normalement, I va passer à 5, n'est-ce pas? Mais comme marqué de 5 est égal à vrai, donc je saute le 5 et je passe à 6. Donc je vais avoir x6 ici. Alors x6 est relié à, bon, on va directement à partir de 7. Donc on voit que ce n'est pas égal à 1. Pardon, x6 n'est pas égal à 1. Donc ça veut dire que c'est une composante fortement connexe avec un seul sommet. C5 va être égal à, donc je passe à x7. x7, est-ce que x7 est égal à 1? Non plus. Donc x7 va être égal à, c'est une composante à lui tout seul aussi. C6 égale, je passe à x8. Alors x8, je ne vois pas les indices en haut. x8 est égal à 1, très bien. Donc x8, x9 est égal à 1, mais malheureusement x9, x8 n'est pas égal à 1, donc il n'appartient pas à la même composante. La même chose pour x10, et c'est tout. Donc on voit bien que x8 est relié à lui-même, mais il a une seule composante fortement connexe. On peut le vérifier dans le dictionnaire qui a été donné ici. On voit bien que x8 est relié à lui-même. Donc il y a une boucle. C'est pour ça qu'on a trouvé un 1 au niveau de la diagonale, mais ça n'a pas donné malheureusement d'autres sommets dans la... Donc x8, il est constitué à lui tout seul une composante fortement connue. Il est relié à x9, mais malheureusement x9 n'est pas relié à x8. x9 n'est pas relié à x8. On arrive donc à x9, à C7 égale, pourquoi il n'y a que C grand C, x9. On verra, donc x9 est relié à... Bon, je réduis un petit peu juste l'écriture pour qu'on puisse avoir le tout sur une même page, pour que je ne me balade pas. Donc x9, oui, x9, x10. Donc x9 et x10. Et j'ai aussi x10, x9. Donc x9,
x10 qui est là, et x10, x9 qui est là. Donc, ça veut dire que x10 aussi appartient à la même composante. OK. x9 n'est pas relié à x11, n'est pas relié à x12, donc ça s'arrêtera là. Alors, x11. x11, on voit bien que sur la diagonale, il n'y a pas de 1, donc ça veut dire que x11 constitue à lui tout seul une composante fortement connexe. Donc, on va avoir x11 ici. Et c'est fini, parce que quand on va passer à x12, en fait, x12, on l'a déjà mis dans une composante tout à fait au début, il est là. Et donc, ça veut dire qu'on va trouver le booléen qui lui est associé à vrai. Donc, on va rien faire. On va passer dessus et on aura fait toutes les itérations et on aura fini de construire toutes les composantes fortement connexes. Donc, au vu de toutes ces composantes fortement connexes, donc si je dois construire le graphe réduit, donc j'aurai un graphe réduit avec combien de sommets? Oui? 8. Voilà, c'est 8. Il y a 8 composantes fortement connexes, donc 8 sommets. Donc, je vais avoir 8 sommets. Après, je vais voir, par exemple, est-ce que entre... Bon, je ne vais pas les dessiner parce que ça va me prendre un temps fou. Donc, je vais voir seulement, est-ce que, par exemple, il y a un sommet il y a un arc qui relie C1 et C2. Alors, je vais juste prendre un sommet qui est là, n'est-ce pas? N'importe lequel, et un sommet qui est là, n'importe lequel, et je vais voir est-ce qu'il y a dans la composante fortement connexe, il y a dans la matrice de fermeture transitive, il y a un 1. Donc si je regarde x1 vers x3, il y a un 1 ici, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'il va y avoir un arc qui reliera le sommet qui représente C1 au sommet qui représente C2. Bien sûr, la réciproque ne va pas être vraie, heureusement, parce que le graphe réduit ne comporte pas de circuit, on l'avait déjà dit. Mais je suis obligé de voir un peu quand même toutes les combinaisons, c'est-à-dire que je vais voir ensuite, est-ce qu'il y a un arc qui relie x1 à x4? Eh ben non, il n'y a pas. Donc ça me suffit. Donc pour dire qu'il n'y a pas d'arc, c'est-à-dire de x1 vers x4, il n'y a pas de chemin ici, d'après que j'ai ici, il n'y a pas de chemin. Donc, il n'y aura pas d'arc qui reliera C1 à C2. Il n'y aura pas d'arc qui va relier x1 tilde à C3 tilde. N'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de vérifier pour x5. Par contre, je dois vérifier dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arc dans ce sens, mais est-ce qu'il y a un arc de 4 vers 1? Je regarde ici, il n'y a pas d'arc de 4 vers 1, donc c'est bon aussi. Donc, il n'y aura pas d'arc entre C1 et C3. Est-ce qu'il y aura un arc de C1 vers C4? Il n'y a pas de 1 vers 6, donc de 1 vers 6, donc c'est bon. Mais de 6 vers 1, non plus. Et ainsi de suite. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut, s'il n'y a pas un arc dans un sens, il faut vérifier s'il y a un arc dans l'autre sens. Mais s'il y a un arc dans un sens, ce n'est pas nécessaire de vérifier s'il y a un arc dans l'autre sens. C'est bon? Oui, monsieur, c'est bon. Donc, vous me dispensez, s'il vous plaît, du dessin du graphe réduit. Si vous pouvez le faire et m'envoyer, ça serait très bien. Si vous m'envoyez la solution, ça serait très bien et je pourrais éventuellement la corriger et diffuser pour les autres camarades. On passe à l'exercice 8, je crois. n'est-ce pas? Oui. Alors là, c'est des démonstrations, donc ça va aller si on est assez efficace, ça va passer vite. Démontrer que si deux sommets x et y appartiennent à une même composante fortement connexe, alors tout chemin de x à y est entièrement inclus dans C. C'est-à-dire tout chemin est entièrement, ça veut dire que tous les sommets de ce chemin sont dans la même composante fortement connexe. C'est-à-dire que si
X déjà et Y sont dans la même composante fortement connexe, appartiennent déjà à une même composante fortement connexe. Tout chemin qui relie X vers Y, forcément, c'est les sommets par lesquels il passe ce chemin, sont aussi dans la composante fortement connexe C. Comment on va démontrer ça? On va supposer qu'il va exister un chemin ou un sommet qui appartient à ce chemin n'appartient pas à la composante Donc, par connexe. l'absurde. Oui, par l'absurde. Exact, oui. Donc supposons que le chemin reliant chemin reliant X et Y vers Y, comme on veut, n'est pas entièrement inclus dans la composante fortement connexe C. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il existe au moins un sommet qu'on va appeler Z n'appartenant pas à C par lequel passe le chemin reliant X et Y. C'est ça? Oui, Oui, c'est ça. Donc, au lieu de mettre reliant X vers Y, on va dire X vers Y. Comme ça, OK. Donc, si c'est le cas, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, il y a un chemin de X vers Z, De X ensuite vers de Z vers Y. D'accord? Et comme Y et X appartiennent à la même composante fortement connexe, forcément, il y a aussi un chemin de Y vers X. N'est-ce pas? X et Y appartiennent à la même composante fortement connexe, n'est-ce pas? Il y a donc aussi un chemin qui relie Y vers X. Ça, c'est par définition. D'accord? Donc, s'il y a un chemin de Y vers X, il y a un chemin de X vers Y, mais il passe par Z, donc il passe par un sommet. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je peux dire par transitivité, si vous voulez, on peut dire que, donc, bon, avant d'écrire ici, cela veut dire qu'il y a un chemin de X vers Z et un autre chemin un chemin, pas nécessairement un autre chemin, on parle de Z vers Y.
n'est-ce pas? Si le chemin passe par un sommet Z qui n'est pas X et Y, bien sûr, donc forcément, ça veut dire qu'il y a un chemin qui va de X vers Z et un chemin de Z vers Y. N'est-ce pas? Ah oui, monsieur. Et comme comme Y et X appartiennent à la même composante, il y a donc un chemin aussi qui relie Y vers X. Donc si je prends juste ça, par exemple, je vais mettre ça en gras, et je vais mettre ça, si vous voulez, entre parenthèses 1, juste ce qui est en gras, ici 2. Donc on peut dire de 1 et 2, je vais l'écrire comme ça, Chemin de Z à X. donc il existe. Chemin. On va mettre ça plutôt, excusez-moi, ça on va mettre 1, ça va être 2, et ça va être 3. Donc ici c'est de 2 et 3. Il existe donc un chemin de 2 et 3. 2 et 3, donc ça veut dire qu'il existe de Z à Y, ensuite de Y à X, donc par transitivité, donc il existe un chemin donc de Z à X. N'est-ce pas? Et ça, je vais l'appeler 4. Et 2, 1 1 et 4, on et déduit 4. Z doit appartenir. Voilà, on déduit que, bon, qu'il y a, allez. Que Z, Il y a, bon, on va répéter. Non, ça sert à rien de répéter, effectivement, parce qu'on va répéter exactement déduit que Z et X appartiennent à la même composante fortement connexe. Parce que de 1 et 4, 1 me dit qu'il y a un chemin de X vers Z, et 4 me dit qu'il y a un chemin de Z vers X. N'est-ce pas? Donc de 1 vers 4, X déduit que X et Z appartiennent à la même composante fortement connexe. monsieur, j'ai une question. Contradiction. Oui, Monsieur, ici, en utilisant 2 et 3, on a un chemin de Z vers Y, et 3 nous dit qu'on a un chemin de Y vers X. oui, c'est la même chose. Non, mais ce que j'ai pas compris, c'est comment on a trouvé qu'on a un chemin de Z vers X. Parce que au début déjà, j'ai dit qu'il y a un chemin de X vers Y qui passe par Z. Oui, mais le chemin de Y vers X ne passe pas forcément par Z. Non, j'ai pas dit qu'il passait par Z celui-là. Donc, comment on est arrivé en utilisant 2 et 3 à Attendez. la 4? On a dit que de X vers Y, il passe par Z. Donc il y a un chemin de X vers Z, ensuite de Z vers Y. Ça, vous êtes d'accord avec moi pour ces deux-là? Oui, c'est notre supposition. Oui, c'est notre supposition, mais en fait, s'il y a un chemin de X vers Y, le chemin, il existe, il y est, Oui, de X vers Y. On nous dit qu'il y a un chemin, mais on nous dit seulement que, théoriquement, on devait montrer qu'il passe par des sommets qui sont tous dansés. Nous, on a supposé qu'il passe par des sommets éventuellement qui ne sont pas dansés, oui. et on a pris ce Z. Donc, c'est notre hypothèse. C'est d'accord. l'hypothèse. D'accord. C'est l'hypothèse, exactement. Maintenant, X et Y appartiennent à la même composante fortement connexe. Donc, il y a aussi un chemin de Y vers X. Tout à fait.
Donc ça, c'est 3. Maintenant, si je prends 2 et 3, 2, c'est quoi? C'est Z. Il y a un chemin de Z vers Y. Ensuite, il y a un chemin de Y vers Z. Vers X, pardon. De Z vers Y, c'est ça, c'est 2. Ensuite, de Y vers X, donc ça veut dire que par transitivité, ici, si vous voulez, Ah, voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Pardon. Par transitivité. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est Voilà. bon. Ok. Voilà, c'est ce qu'il fallait. Voilà. Donc, on est arrivé à une contradiction, donc c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Il faut poser vos questions, hein. Allez, on va essayer de faire l'exercice 9 rapidement parce qu'il n'est pas très difficile. Il n'y a pas de Juste questions? Oui, oui. une toute petite question. Oui, oui. Tout à l'heure, vous aviez écrit, supposons qu'il y a un chemin de X vers Y. À un moment, vous aviez écrit et un autre chemin, puis vous avez dit que ça peut être le même. Est-ce que est-ce que c'est parce que X et Y peuvent être confondus ou c'est par rapport à autre chose? En fait, en principe, X et Y sont différents. C'est-à-dire, on Oui, est en hein. train de dire que, bon, maintenant, s'ils sont confondus, ça veut dire que c'est un circuit. Ah, même le circuit, de toutes les façons, il doit être contenu entièrement dans la composante forcément connue. Oui. Bon, maintenant, est-ce que pour cette histoire de le même, non, il ne peut pas être le même. Non, non. Je voulais pas écrire un autre chemin, pas nécessairement pour ne pas susciter de questions peut-être, c'est tout. Mais cela veut dire qu'il y a un chemin de X vers Z, c'est ça, c'est ici, et un chemin de Z vers Y, forcément, ils sont différents. Maintenant, ils peuvent Oui, voilà. emprunter des sommets communs ou quelque chose comme ça, peut-être, pourquoi pas. Mais c'est des chemins qui seront nécessairement différents. D'accord. D'accord, merci. Alors, l'exo 9, bon, c'est relativement facile. J'agrandis un peu ça. Alors, est-il possible de tracer les figures suivantes sans lever le crayon et sans passer 2 fois sur le même trait? En fait, ça, c'est quelque chose on a vu ensemble déjà. Enfin, c'était en quelque sorte dans mon introduction à ce cours, j'avais parlé un peu de cette histoire de chemin, comment on appelle ça, ou le chêne. Il n'y a rien. Voilà, eulérien. Donc j'avais parlé de l'enveloppe et j'avais parlé en principe eulérien, donc c'était le problème des ponts de Königsberg, etc. Donc c'est le même principe ici. Donc si je peux tracer toute la figure sans lever le stylo et sans repasser 2 fois par la même arête, c'est que le graphe il est eulérien. Si la figure elle est eulérienne ou elle admet au moins une chaîne eulérienne, pas nécessairement un circuit. Donc dès le début, on peut dire que la première figure, est-ce qu'elle est eulérienne? Est-ce qu'elle admet une chaîne ou un cycle eulérien? Non. Non, pourquoi? Tous ces sommets ont un degré un peu. Oui, et la condition pour que un graphe admette une chaîne eulérienne, c'est Tous les sommets à part 2 doivent être de degré 1. degré De degré pair. 1. Tous les sommets doivent être de degré pair, sauf 2 éventuellement. Sauf 2. Donc la première figure, donc ça va être non. Donc, je vais écrire ici. Donc c'est non pour le 1, on va dire.
Pour le 2, en principe, c'est... Vous avez celui-là qui est impair, celui-là qui est impair, celui-là pair, pair, pair. Donc 3 sommets de degré pair et 2 sommets de degré impair. Donc on va dire que c'est oui. C'est ça. La troisième figure. Donc pair, pair, impair. Ici impair, ici impair. Et ici c'est pair. Et ici c'est impair. Donc il y a plus de 2 qui sont impairs. Donc ici, car il y a plus de 2 sommets de degré impair. Car il y a exactement 2 sommets de degré impair. Donc le troisième, c'est non. Donc c'est idem que la même réponse que 1. Quatrième. Alors, quatrième, on voit 3 ici et 3 là, et les autres sont tous pairs. Donc c'est oui. Idem que 2. Il n'y a que 2 sommets de degré impair. 5. Cinquième figure. Alors, il y a celui-là qui est de degré impair, celui-là, et celui-là, et celui-là. Donc, c'est non aussi. Idem que 1. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions pour... Est-ce qu'il y a des questions pour cet exercice? Je ne vous entends plus. Pas de questions. Oui, monsieur. C'est bon. Ok, ben, s'il n'y a pas de questions, ben, c'est bon. Essayez de préparer les exercices au moins 10 et 11. Peut-être le 12, il n'est pas trop difficile, mais bon, peut-être un peu. Mais 10 et 11, ils ne sont pas trop compliqués à faire. Donc, pour les faire assez rapidement la prochaine fois. Demain, en fait. C'est demain. C'est bon? Oui, d'accord, monsieur. Ah, on arrête là aujourd'hui. Donc, demain à 9h40. Oui. Ok, allez, à demain, Inch'Allah.